notre invité ce matin, c'est Bruno Tertrais. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de vous recevoir, Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, expert associé à l'Institut Montaigne, auteur de ce livre sorti il y a quelques jours, Pax Atomica, théorie, pratique et limites de la dissuasion. C'est aux éditions Odile Jacob. On va évidemment parler de cette question du nucléaire, mais d'abord un petit mot sur l'actualité d'hier sur la guerre en Ukraine, puisque les 27 États européens se sont mis d'accord. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a levé son veto dès le début du sommet, ce qui était un peu une surprise. Accord sur 50 milliards d'euros d'aide débloqués pour l'Ukraine sur 4 ans. Est-ce que pour vous, c'est de nature à changer le cours de la guerre? Pas forcément à court terme, mais ce qui est très important pour les Ukrainiens, c'est de savoir que l'Europe les soutient dans la durée. Et c'est important parce que c'est donc pour le budget communautaire de 2024-2027. Et donc c'est la promesse d'une assistance à l'Ukraine. Attention, on ne parle pas d'assistance militaire. Là, on parle d'assistance à la reconstruction, à la mise en place de l'état de droit, aux réformes, etc. Et donc, c'est d'abord et avant tout important psychologiquement, mais la guerre, ça se gagne aussi dans les têtes. Ouais. Ce qu'a dit aussi peut-être, ce qu'a voulu dire Emmanuel Macron quand il dit hier à sa conférence de presse à l'issue du sommet, la Russie ne peut pas compter sur une quelconque fatigue des Européens dans leur soutien à l'Ukraine. Ça veut dire que c'était aussi un message à Vladimir Poutine qui misait peut-être sur un essoufflement de l'aide occidentale? Alors, il mise sur deux choses, ou sur trois. D'abord, un essoufflement de l'Ukraine, un essoufflement des Européens et un essoufflement des Américains. Il n'a pas gagné sur le premier tableau, ni sur le deuxième. Il mise encore, sans doute, sur le troisième, qui est l'élection, bien sûr, de Donald Trump aux États-Unis. Et c'est pour cela que les Ukrainiens, qui ont cet événement, bien sûr, comme nous tous en ligne de mire, savent qu'ils doivent faire quelque chose d'important avant que se profile l'arrivée possible d'un nouveau président. Qui pourrait changer le cours de la guerre si Donald Trump revient au pouvoir? Je dirais que s'il y a bien un événement qui pourrait infléchir les choses dans un sens défavorable à l'Ukraine et favorable à la Russie, c'est bien sûr une interruption totale, éventuelle, de l'aide américaine si Donald Trump était élu. Mais attention, il se passerait encore du temps. L'aide, ça ne s'interrompt pas. Ce n'est pas un robinet qu'on allume ou qu'on ouvre ou qu'on ferme. Donc tout ceci nous projette vers 2025. Dans tous les cas, les Ukrainiens savent qu'il faut qu'ils avancent, entre guillemets, dans tous les sens du terme, en 2024. On va venir sur le cours de la guerre, mais l'Union européenne, alors, elle a donné cette aide, mais dans le même temps, parce que vous parliez de l'aide militaire, elle a reconnu qu'elle ne pourrait pas livrer 1 million d'obus. C'était l'objectif qui était fixé. Est-ce que ça montre quand même qu'il y a certaines faiblesses du côté de l'Union européenne? Oui, vous vous souvenez qu'Emmanuel Macron parlait il y a déjà presque 2 ans d'économie de guerre. La France ne s'est pas mise en économie de guerre. D'ailleurs, nous ne sommes pas en guerre. Mais la Pologne un petit peu, l'Allemagne très peu. Et finalement, on a trop tardé à adapter nos industries et à faire suffisamment de commandes à ces industries. Et pas la France pour vous? Parce que le ministre des Armées, il dit que c'est parce qu'on s'est mis en économie de guerre qu'on peut livrer, par exemple, qu'on peut produire les 78 canons César. Vous dites non? C'est pas totalement faux. On a adapté beaucoup de choses, mais trop peu, trop lentement. Non, la France, l'industrie de défense française a énormément évolué depuis 2 ans, mais elle ne s'est pas mise en économie de guerre. Donc nous faisons beaucoup de choses, c'est bien, et c'est vrai que depuis 1 an, nous avons beaucoup avancé, on fait tout ce qu'on peut, mais c'est évidemment pas assez pour les Ukrainiens. Ouais, et puisque vous parlez de l'aide militaire, selon les chiffres qu'on a, la France est un petit peu à la traîne en Europe, 540 millions d'euros, c'est très loin derrière l'Allemagne, le Royaume-Uni, même la Pologne. On parle évidemment pas des États-Unis. Est-ce que ces classements, ils ont un sens, ou est-ce que la France apporte une aide sans le dire? On n'est pas dans une salle de classe. Les classements n'ont pas beaucoup de sens parce qu'ils dépendent énormément des critères qui sont utilisés. Aide civile, aide militaire, aide immédiate, aide à long terme, engagement ou livraison effective. Et puis surtout, en général, ces classements, ils ne prennent pas en compte la qualité de ce qui est envoyé militairement. Parfois, des matériels un peu moins chers peuvent faire la différence. Donc, je crois c'est un critère comme un autre, ce fameux classement de Kiel. Mais je comprends aussi l'agacement de Sébastien Lecornu lorsqu'on se réfère trop systématiquement à ce seul classement pour dire la France est à la traîne. Ouais, le 24 février, ça fait 2 ans que la Russie a attaqué l'Ukraine. C'est un conflit qui est parti
peut durer encore longtemps, selon vous? Écoutez, un conflit qui dure 2 ans et qui est enquisté de cette manière, il a toutes les chances de durer encore assez longtemps. En même temps, dans les guerres, il y a parfois des moments où il y a des tournants, il y a des bascules, parfois de manière un petit peu inattendue. Et donc, le fait que ça ait duré 2 ans ne veut pas dire nécessairement que ça durera 2 ans de plus. On va parler du risque nucléaire, c'est l'objet de votre livre. Je le disais, est-ce que vous croyez encore à une escalade? À une escalade du conflit en général? Vous avez l'air de dire que j'y croyais. Donc, écoutez, moi, ce que je constate, c'est que du côté occidental, mais aussi du côté russe, on a finalement, avec 2 ans de recul, été assez prudent quant à la manière dont on a cherché à escalader le conflit, justement. Et c'est justement l'un des objets du livre, c'est le rôle de la dissuasion nucléaire, à savoir que c'est quelque chose qui borne l'horizon de la conflictualité de part et d'autre. Si la Russie attaque et envahit l'Ukraine, c'est à l'ombre de son parapluie nucléaire. Si elle ne s'attaque pas aux Occidentaux qui aident l'Ukraine, c'est aussi parce que ceux-ci ont l'arme nucléaire. Et si nous, de notre côté, on se limite à une assistance indirecte, les forces des pays de l'OTAN n'interviennent pas en Ukraine, c'est aussi parce que la Russie est une puissance nucléaire. Donc, même sans emploi de l'arme nucléaire, eh bien, cette arme étant son ombre, d'une certaine manière, autour de ce conflit, très clairement. Est-ce qu'aujourd'hui, le risque nucléaire de la part de la Russie est écarté ? Il serait déraisonnable de l'écarter totalement. À partir du moment où une puissance nucléaire est engagée dans un conflit de haute intensité et qu'à quelques centaines de kilomètres, il y a 2, 3 autres puissances nucléaires, on ne peut pas dire que le risque nucléaire n'existe pas. En revanche, je fais partie de ceux assez rares, je dois dire, qui, dès le 24 février 2022, ont dit le risque nucléaire est minime. Non pas inexistant, mais minime. Et lorsque l'on regarde bien le comportement de la Russie dans ce domaine, malgré des déclarations incendiaires dans les médias, malgré des rodomontades de certains responsables politiques tels que l'ancien président Medvedev, ce qu'on voit, c'est que dans les faits, d'abord, Poutine et les 2-3 personnes, pas plus, qui sont autorisées à en parler, ont un langage mesuré dans ce domaine. Et surtout, le plus important, c'est qu'on n'a pas vu de choses inhabituelles du côté de l'arsenal nucléaire russe. Si Poutine avait vraiment voulu nous faire peur en agitant la carte nucléaire, il avait beaucoup de manières différentes de le faire. Il ne l'a pas fait. Donc je continue à penser que, jusqu'à présent en tout cas, il préfère projeter, essayer de donner l'image d'une puissance nucléaire responsable. La Russie agit de manière totalement irresponsable dans tous les domaines, mais je dois dire qu'il est difficile de la qualifier aujourd'hui sur ce domaine-là de pays totalement irresponsable. Ouais, mais vous le croyez capable d'appuyer sur le bouton un jour ou pas ? La dissuasion suppose qu'on soit persuadé que l'autre pourrait un jour comme vous dites, appuyer sur le bouton. Donc si on ne croit pas l'autre capable, il n'y a pas de dissuasion. De même, si nous étions en Russie, quelqu'un poserait peut-être la question, est-ce que vous croyez Emmanuel Macron capable d'appuyer sur le bouton ? Peu importe ce que je pense ou ce que vous pensez, ce qui se passe dans le dialogue dissuasif, c'est justement un jeu de perception entre chefs d'État et de gouvernement. Il faut que des deux côtés, on soit persuadé que l'autre pourrait appuyer sur le bouton. Dans des circonstances extrêmes, j'ai assez peu de doutes sur le scénario dans lequel Poutine, effectivement, serait capable de le faire. Ouais, c'est ce que signifie le titre de votre livre, Pax Atomica, que finalement la dissuasion nucléaire est garante de paix ? Garante d'une certaine paix. Pas de la paix dans le monde, évidemment. Nous sommes dans un monde dans lequel les conflits sont très importants. Mais vous avez remarqué que j'ai mis un point d'interrogation après le titre. Ça veut dire, est-ce qu'il y a vraiment une forme de paix nucléaire ? Et après un réexamen de cette très vieille problématique, que je ne suis pas le premier à analyser, j'en conclus que oui, l'arme nucléaire a très probablement, ce n'est pas des démonstrations mathématiques, mais contribué à l'absence de conflits militaires directs entre grandes puissances et entre pays qui sont dotés de l'arme atomique. Ça ne veut pas dire que la dissuasion ne peut pas échouer. Elle peut échouer, comme toute activité humaine, mais il faut bien se rendre compte que plus de 80 ans sans conflit entre grandes puissances, c'est quelque chose d'assez exceptionnel au regard de l'histoire des siècles passés. Ma conclusion, c'est que oui, l'arme nucléaire a été l'une des clés principales, sinon la principale, de cet état de fait. Est-ce que ça durera éternellement ? Non, peut-être pas. Est-ce que le pari nucléaire est suffisamment intéressant en termes de coût-efficacité pour qu'on puisse continuer à le faire ? Oui, à mon sens, la réponse est oui. Alors, est-ce que ça durait éternellement ? Ça m'amène à vous poser une question sur l'Iran. Est-ce que si l'Iran, qui cherche à avoir l'arme nucléaire, réussissait à l'obtenir, la Pax Atomica serait menacée ? En partie.
L'Iran, depuis 20 ans, s'approche du seuil nucléaire. Il s'en approche de plus en plus lentement parce qu'il sait qu'il ne faut pas aller trop loin. Mais si jamais l'Iran devait se doter de cette arme, ça serait un échec terrible pour l'ensemble de ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est-à-dire essentiellement les grandes puissances, les 5, y compris la Chine et la Russie, qui ont négocié avec l'Iran. Ça serait un échec terrible pour l'Europe, pour les États-Unis et pour Israël. Donc, ça ne serait pas un échec de la dissuasion nucléaire, mais ça serait un échec de toutes les menaces dissuasives qu'on a essayé d'exercer vis-à-vis de l'Iran. Donc, ça serait un séisme géostratégique de première grandeur. Il n'est pas certain que l'Iran aille jusqu'à franchir le seuil, mais en même temps, on n'a pas beaucoup vu de pays dans l'histoire qui sont allés jusque-là et qui ont abandonné. Donc, tout reste ouvert. Je crois qu'aujourd'hui, les Israéliens, surtout après le 7 octobre, estiment qu'ils ne peuvent pas se permettre de vivre avec un Iran qui aurait la capacité de le détruire physiquement. Mais en même temps, je pense que les Américains non plus. Autrement dit, je pense que le seuil d'intervention américaine serait probablement le même que l'intervention israélienne. Donc, ce qui veut dire, est-ce que si l'Iran est au seuil d'avoir la bombe, qu'Israël et que les États-Unis pourraient intervenir, emploieraient en tout cas des moyens militaires pour empêcher l'Iran d'acquérir cette bombe? Oui, mais seulement s'ils étaient persuadés, avec du renseignement en béton, que l'Iran est en train de fabriquer un engin nucléaire opérationnel. On n'en est absolument pas là. L'Iran a presque suffisamment de matière fissile pour au moins un engin, pourrait le faire en quelques jours même, mais il lui resterait des mois, sans doute, peut-être même une année, pour fabriquer l'engin lui-même. Est-ce que ça pourrait se faire discrètement ou pas? C'est bien là la question. Pour en revenir à votre question de départ, je dirais que si l'Iran se dotait de l'arme atomique et respectait les codes de la dissuasion, ça ne veut pas dire que l'ensemble de l'édifice nucléaire construit depuis 1945 n'en serait pas totalement ébranlé pour autant. Ce qui serait ébranlé en revanche, c'est ce qu'on appelle le régime de non-prolifération nucléaire, puisque l'Iran s'est interdit lui-même de fabriquer cette arme et donc, en principe, ne peut pas le faire légalement. Et si l'Iran donnait l'exemple, peut-être que d'autres seraient tentés de le faire également. Sur la Biélorussie, le 16 janvier, la Biélorussie a annoncé une modification de sa doctrine militaire visant à placer sous son propre commandement les armes nucléaires tactiques russes censées avoir été déployées sur son territoire. Qu'est-ce que ça change, une telle décision? Quels sont les enjeux? Alors d'abord, personne ne sait, ou alors s'il y a du renseignement, je n'y ai pas accès, s'il y a effectivement des armes nucléaires russes aujourd'hui en Biélorussie. Il y a les infrastructures, il y a, semble-t-il, de l'entraînement de certaines forces biélorusses qui pourraient emporter des armes russes, mais personne ne peut vous dire avec certitude aujourd'hui s'il y a effectivement des armes russes en Biélorussie. Le plus important dans cette affaire, c'est l'aspect politique. En disant « je suis désormais un allié de la Russie capable d'emporter ses armes nucléaires », la Biélorussie s'inscrit encore davantage que par le passé dans le système de défense russe. Et en fait, finalement, toute cette affaire de nucléaire en Biélorussie, c'est d'abord et avant tout le symbole de l'insertion presque totale désormais de ce pays dans l'orbite de défense russe. Mais sinon, sur le principe, on retrouve une situation qu'on a connue au temps du pacte de Varsovie, à savoir qu'il y avait des armées du pacte de Varsovie qui pouvaient emporter des armes soviétiques. On retrouve aussi le mécanisme qui aujourd'hui existe dans le cadre de l'OTAN, à savoir qu'il y a des pays européens qui peuvent emporter des armes américaines. Donc ça ne change pas la donne militaire ou stratégique fondamentalement, mais sur le plan politique, c'est un peu plus qu'un symbole. Quelles sont les limites de la dissuasion nucléaire ? Alors les limites de la dissuasion, ce sont les limites de toute activité humaine, à savoir il faut se comprendre, il faut connaître l'adversaire, comprendre l'adversaire et savoir dialoguer avec lui de manière ouverte ou par des gestes militaires d'une manière qui garantissent que de chaque côté on sait jusqu'où ne pas aller trop loin. Donc forcément, j'allais dire, il y a des limites intrinsèques à la dissuasion. Ce à quoi j'arrive comme conclusion, c'est que la dissuasion est probablement plus solide que ce qu'on a souvent voulu dire dans le passé, et que lorsqu'on réexamine les crises qui ont eu lieu, ou
dans lesquels parfois, effectivement, l'emploi de l'arme nucléaire a été envisagé depuis 1945, eh bien, on remarque que finalement, au dernier moment, les dirigeants politiques et militaires ont été prudents et ont reculé, et que quelque part, dans cette escalade qui mène à l'emploi de l'arme nucléaire, cette escalade théorique, finalement, la dernière marche est peut-être la plus haute. Et donc, cette retenue, elle est un acquis fondamental de l'âge nucléaire, et elle me semble encore exister aujourd'hui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le nucléaire, ça fait peur même aux possesseurs de l'arme nucléaire. Est-ce que ça veut dire que cette dissuasion nucléaire nous préserve d'une guerre mondiale ou pas? Ça nous préserve en grande partie, très probablement, d'une escalade entre puissances nucléaires, par exemple la Chine et les États-Unis à propos de Taïwan, qui irait jusqu'à l'affrontement total. Autrement dit, cela réduit considérablement, sans l'anéantir totalement, la probabilité d'un très grand affrontement à l'échelle planétaire. Je suis prudent, je ne suis pas en train de vous dire que tout ça, on n'est pas dans l'absolu, mais ça réduit très significativement la probabilité d'un enchaînement de circonstances qui nous mènerait à un très grand conflit de type de ce qu'on a connu au XXe siècle. Dans votre livre, vous faites le constat que sur 9 pays possédant l'arme nucléaire, 3 sont des démocraties matures, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, 2 sont des démocraties imparfaites, Israël et l'Inde, on va revenir d'ailleurs sur le cas d'Israël, 1 un régime hybride, le Pakistan, et 3 États autoritaires, la Russie, la Chine, la Corée du Nord. C'est pas très rassurant. Écoutez, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on ne peut pas associer l'arme nucléaire à un type de régime politique. C'est ni l'arme des démocraties, ni l'arme des dictatures. C'est ça qui est intéressant. Les catégories que j'utilise, c'est des catégories de la science politique, mais peu importe. C'est pour montrer qu'on ne peut pas associer l'arme nucléaire à un type de régime. Ce qui est certain, c'est que si ça protège les démocraties, ça protège aussi les dictatures. Et bien souvent, pour un pays comme la Corée du Nord, par exemple, c'est la garantie de survie, hélas, d'un régime parmi les pires de la planète. Et c'est bien pour cela que la Corée du Nord a voulu se doter de cette arme. C'est pour protéger son régime politique et son pays tel qu'il a été construit dans tous les sens du terme. Parce qu'on ne s'attaque pas à un régime si autoritaire qu'il soit, s'il a l'arme nucléaire? On ne s'attaque pas frontalement de manière directe et militaire à un État qui est doté de l'arme nucléaire. On peut s'y attaquer de manière indirecte, on peut avoir des guerres limitées qui impliquent un État doté de l'arme nucléaire, mais on ne va pas l'attaquer jusqu'à la destruction. Je vous donne un exemple qui est souvent cité d'ailleurs dans les débats par ceux qui estiment que la dissuasion nucléaire, ça ne marche pas. Ils disent en 1973, Israël a été attaqué par l'Égypte et la Syrie. Sauf qu'on sait maintenant que justement l'Égypte était bien consciente du statut nucléaire d'Israël et n'a pas attaqué autre chose que les territoires qui étaient occupés par Israël. Autrement dit, le cœur du territoire israélien n'a pas été touché et les Égyptiens savaient très bien justement jusqu'où ne pas aller trop loin. Pourquoi Israël, puisqu'on en parle, n'a jamais confirmé avoir l'arme nucléaire, selon vous? Alors, d'abord, il y a un aspect essentiel, c'est que pour Israël, ce n'est pas une arme politique, c'est une arme de survie. Le statut nucléaire n'est pas important pour Israël, au contraire de ce qui est le cas pour la Corée du Nord, l'Inde ou même la France. Pour la France, c'est d'abord une affirmation d'indépendance vis-à-vis des États-Unis. Ça veut dire, à la face du monde, nous ne dépendons pas de l'Amérique pour notre survie. Pour Israël, la dimension politique est totalement absente. C'est une arme de survie. Deuxième raison, les Israéliens sont au fond, quelque part, un petit peu mal à l'aise vis-à-vis de la dissuasion nucléaire parce que, surtout à l'époque où les armes étaient très peu précises, ils savaient très bien que, de leur côté, si jamais ils devaient recourir à cette extrémité, ça serait très probablement provoquer des dommages aux populations civiles extrêmement importants. Or, c'est un pays qui a bien sûr la mémoire de la Shoah, et donc l'idée de dire nous pourrions nous-mêmes provoquer non pas un génocide, même si ce terme fait écho à des polémiques contemporaines, mais quelque chose qui conduirait à la destruction de populations ou de villes entières, c'est quelque chose que je peux en témoigner personnellement, j'ai beaucoup discuté de ces sujets en Israël, c'est quelque chose qui met les Israéliens, on le comprend, assez mal à l'aise. Troisième raison, c'est que les Israéliens savent que s'ils devaient avouer leur puissance nucléaire, eh bien cela donnerait des arguments à ceux qui, dans leur environnement régional, y compris l'Iran d'ailleurs, voudraient faire de même. Voilà, pour toutes ces raisons, Israël n'en parle pas, même si l'arsenal israélien, comme celui de l'Inde et du Pakistan, n'est pas illégal au regard du droit international, puisque ce pays ne s'est jamais engagé, contrairement à l'Iran par exemple, à ne pas se doter de l'arme nucléaire. Mais est-ce que du coup c'est une donnée à prendre en compte dans le conflit actuel avec le Hamas ? Pas tellement.
Et justement, les tragiques événements du 7 octobre nous montrent que la dissuasion nucléaire n'empêche pas tout. On le savait déjà, mais hélas, ça a été tragiquement confirmé. Et ce qui est intellectuellement intéressant dans cette tragédie, c'est que cela montre aussi qu'un État peut subir une blessure qu'il estime être de l'ordre de l'existentiel, puisque c'est comme ça que le 7 octobre est vécu en Israël, et qu'une attaque très significative sur son territoire reconnu peut exister, et qu'un massacre peut avoir lieu sans que le nucléaire n'y puisse grand-chose, car le nucléaire, fondamentalement, c'est un dialogue de chefs d'État et de gouvernement face à des menaces plutôt classiques. Donc cela révèle aussi, justement, les limites de la dissuasion nucléaire. Mais c'est pas une garantie absolue de sécurité. Non, mais ça n'a jamais été fait pour ça. Est-ce que ça coûte cher d'avoir l'arme nucléaire et est-ce que ça demande des investissements réguliers ? Ça coûte cher, ça c'est un jugement de valeur. Le nucléaire, par sa puissance, j'allais dire, coûte moins cher par destruction que les armements classiques ou conventionnels. Mais ces calculs n'ont pas beaucoup de sens. La question, c'est combien est-ce qu'un État est prêt à mettre pour garantir sa survie sur le moyen terme et sur le long terme, parce que ce sont des investissements très longs. Les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, par exemple, entre le moment où la décision est prise et le moment où le sous-marin est retiré du service, c'est plusieurs décennies. Donc ce sont des investissements de très long terme. Il ne faut pas négliger non plus le bénéfice de la dissuasion nucléaire sur l'ensemble de l'appareil de défense. C'est particulièrement important pour un pays comme la France qui a une dissuasion qui est presque totalement autonome. On a presque tout fait tout seul. Et ça veut dire que ça a tiré vers le haut notre industrie de défense, notamment dans le domaine des hautes technologies. Et il y a plein de ramifications positives sur l'industrie, pas seulement de défense d'ailleurs, mais par exemple on a fait une machine extraordinaire dans les environs de Bordeaux pour simuler le fonctionnement des armes nucléaires. Ben, il y a autour ce qu'on appelle la route des lasers, puisque tout ça est basé sur des lasers. Et donc ça a permis de développer, d'encourager le développement de tout ce qui est optique et optronique en France. Donc il y a des bénéfices. De l'autre côté, ça coûte cher, oui. C'est près de 6 milliards par an actuellement pour quelques années. Donc c'est pas du tout négligeable. C'est un peu plus de 20%, c'est quasiment un quart de notre investissement de défense. Pas du budget de la défense en entier, mais notre investissement de défense. C'est très significatif, mais ça a aussi des avantages induits. On va revenir aux États-Unis. Pour terminer, on parlait tout à l'heure des possibles conséquences sur la guerre en Ukraine d'une élection de Donald Trump. Est-ce que s'il revient au pouvoir à la fin de l'année, ça changerait des choses sur le plan justement du nucléaire, de la dissuasion nucléaire ? Oui, ça changerait deux choses. La première, c'est que Donald Trump, avec tous ses défauts, ils sont gigantesques, il a au moins un avantage, c'est que c'est un bon dissuadeur. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelqu'un qui, par ses sautes d'humeur, par son aspect imprévisible, est finalement quelqu'un qui n'est pas mauvais pour déstabiliser les adversaires potentiels. Parce qu'on se dit, lui, il peut appuyer sur le bouton du clavier. Il pourrait le faire, et puis surtout, il parle d'une manière qui est assez surprenante, et je me souviens très bien que la Corée du Nord, manifestement en 2017, ne savait pas trop sur quel pied danser face à Donald Trump. C'est le seul point positif. L'énorme problème, c'est que, bien sûr, si les Européens découvraient que Donald Trump, du jour au lendemain, abandonnait cette garantie de sécurité que l'Amérique offre à l'Europe, ou donne à l'Europe plutôt qu'offre, parce que c'est pas gratuit, depuis 1945, il y aurait bien sûr des conséquences à en tirer sur le plan de la dissuasion nucléaire. Est-ce que la France et la Grande-Bretagne seraient prêts à compenser cette perte de garantie nucléaire américaine ? C'est un questionnement qui est déjà ancien, puisqu'on se posait déjà la question pendant le premier mandat de Donald Trump, mais c'est un questionnement extrêmement important auquel la France d'ailleurs réfléchit déjà. Ça veut dire que les Européens, est-ce que déjà aujourd'hui les Européens ils peuvent compter sur le nucléaire américain ? La question c'est, est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent compter dessus et est-ce que la Russie et les autres pensent qu'ils peuvent compter dessus ? La réponse est probablement oui, mais je me souviens au tout début de ma carrière d'avoir eu des discussions avec d'anciens responsables militaires soviétiques qui étaient très intéressantes parce qu'elles révélaient que les soviétiques estimaient les Américains assez prévisibles et pensaient que les Français étaient un peu plus imprévisibles et étaient peut-être, parce qu'ils sont sur le sol européen justement, étaient peut-être plus prompts à appuyer sur la gâchette nucléaire, si j'ose dire, s'il y avait eu une guerre en Europe.
Merci Bruno Tertrais, merci beaucoup d'avoir été notre invité pour cet entretien. Je remonte votre livre Pax Atomica, théorie, pratique et limites de la dissuasion. Et puis on va regarder un autre de vos livres, La guerre des mondes. Merci beaucoup, merci d'avoir été notre invité. On peut lire les deux dans l'ordre, ça se suit assez bien. Ah ben voilà, d'abord La guerre des mondes et après Pax Atomica. Absolument. On invite les téléspectateurs à le faire. Merci beaucoup Bruno Tertrais d'avoir été notre invité au Passe au Club des Territoires.